Juillet 1943. L'été en Russie n'est pas celui que l'on imagine dans les films, avec de la neige et de la glace partout. Cette année-là, la chaleur était à fendre le crâne. L'air semblait être un mur solide, pesant, chargé d'une odeur de diesel brûlé et d'une poussière fine qui s'infiltrait dans chaque pore de la peau, dans chaque fente des uniformes gris. Dans les steppes de Koursk, le silence n'était pas un signe de paix, mais un avertissement que l'enfer était sur le point d'ouvrir ses portes. Hans Weber, un jeune soldat de l'infanterie allemande, sentait la sueur couler sous son casque d'acier, traçant des sillons sales sur son visage couvert de suie. Il regardait l'horizon, et ce qu'il voyait était une démonstration de puissance qui semblait impossible à arrêter. Autour de lui, les nouveaux chars Tiger, de véritables monstres de métal, rugissaient comme des fauves affamés. La vibration de ses moteurs 12 cylindres faisait trembler le sol sous les bottes de Hans. Pour lui, comme pour des milliers d'autres soldats allemands, la victoire n'était pas une possibilité, c'était une certitude. Ils avaient les meilleures machines, le meilleur entraînement et une fierté qui avait été blessée à Stalingrad, mais qui était maintenant prête à être vengée. Là-bas, à Berlin, Adolf Hitler était obsédé. Il n'arrivait plus à dormir correctement, déplaçant des pions sur des cartes qui semblaient de plus en plus vastes. Il appela cette mission l'opération Citadelle. Le plan était simple sur le papier, mais brutal en pratique. Une attaque en forme de pince pour écraser les forces soviétiques coincées dans une bosse de la ligne de front, ce que les militaires appellent un saillant. Hitler croyait que s'il l'emportait là, à Koursk, il briserait l'échine de l'armée rouge une fois pour toutes. Il faisait une confiance aveugle à la technologie, à ces nouveaux jouets de guerre qui devaient être invincibles. Pendant ce temps, de l'autre côté de ce no man's land, l'ambiance était tout autre. À Moscou, Joseph Staline n'agissait plus par impulsion. Il avait appris à écouter ses généraux, et l'homme qu'il écoutait le plus était Georgi Zhukov. Zhukov était un homme dur, un stratège qui n'avait pas peur de sacrifier ce qu'il fallait pour vaincre. Il savait que les Allemands arrivaient. Grâce à un réseau d'espionnage efficace et à des prisonniers qui avaient parlé, les Soviétiques connaissaient le jour, l'heure et le lieu exact de l'attaque. Zhukov ne voulait pas seulement arrêter les Allemands, il voulait créer un piège mortel. Alors que Hans Weber et ses compagnons astiquaient leurs fusils et se fiaient au blindage de leurs chars, des milliers de paysans, de femmes et de soldats soviétiques creusaient la terre russe comme des fourmis obstinées. Ils créèrent des kilomètres et des kilomètres de tranchées, des champs de mines si denses que même un rat ne pourrait passer sans sauter en l'air, et des nids de mitrailleuses cachés sous la végétation sèche. Dmitri Sokolov, un commandant de chars soviétique, attendait à l'intérieur de son T-34, un blindé qui, bien que moins sophistiqué que les modèles allemands, était courageux et facile à réparer. Dmitri sentait l'odeur du métal froid et de l'huile lubrifiante dans la cabine étroite. Il n'avait pas l'arrogance des Allemands, mais il avait quelque chose de plus dangereux, une détermination silencieuse. Il savait que cette terre était la sienne. Il savait que chaque pouce de terrain à Koursk avait été préparé pour devenir le tombeau des envahisseurs. Le maréchal allemand Erich von Manstein, le cerveau derrière de nombreux triomphes passés, sentait que quelque chose n'allait pas. Il aurait voulu attaquer des mois plus tôt, mais Hitler avait ordonné d'attendre que davantage de nouveaux chars sortent d'usine. Ce retard fut l'erreur fatale. Manstein regardait les rapports de reconnaissance et voyait les défenses soviétiques s'élever comme un mur infranchissable. Mais l'ordre avait déjà été donné. L'orgueil nazi ne permettait pas de reculer. La machine de guerre allemande était enclenchée et n'avait plus de frein. En cette aube du 5 juillet, le ciel de Koursk ne s'éclaira pas avec le soleil, mais avec l'éclat de milliers de canons tirant en même temps. Le bruit était assourdissant, un tonnerre continu qui semblait vouloir déchirer le tissu de l'univers. Hans Weber sentit l'impact des explosions dans sa poitrine. L'odeur de la poudre et de la terre retournée envahit tout. Il vit les chars Tiger avancer, crachant le feu, tandis que l'infanterie courait derrière, tentant de se protéger dans la fumée. La confiance allemande était palpable. Ils pensaient passer sur tout comme un rouleau compresseur. Mais dès qu'ils franchirent la première ligne de défense, le cauchemar commença. Le sol se mit à exploser sous les pieds des soldats et sous les chenilles des chars. Des mines anti-chars, cachées avec une perfection diabolique, transformaient les monstres d'acier en ferraille fumante en quelques secondes. Et quand les Allemands tentaient de reculer ou de dévier, ils étaient accueillis par un feu croisé de canons anti-chars que les Soviétiques avaient enterrés jusqu'à la tourelle. Dmitri Sokolov, depuis son poste, voyait les lueurs des explosions allemandes.
Lui et ses hommes étaient de près. Ils n'étaient pas seulement des soldats défendant une position, ils étaient la résistance même de la terre. Le secret que les Allemands ignoraient, c'est que Kursk n'était pas seulement une bataille. C'était une forteresse vivante conçue pour engloutir l'armée de Hitler tout entière. L'arrogance allemande se heurtait de plein fouet à une muraille d'acier et de sang. Hans Weber, qui quelques heures plus tôt se sentait membre d'une légion invincible, se retrouvait maintenant à ramper dans la boue et le sang, cherchant un endroit où se cacher pendant que le ciel s'effondrait sur sa tête. Les nouveaux chars, qui devaient être le salut, étaient à l'arrêt, brûlant d'un éclat sinistre qui illuminait le carnage. Comment l'armée la plus avancée et technologique de la planète a-t-elle pu marcher, le torse bombé et le sourire aux lèvres, directement vers le piège le plus grand et le mieux préparé de l'histoire des guerres? Que s'est-il passé dans les coulisses du commandement soviétique pour qu'ils réussissent à anticiper chaque mouvement des généraux de Hitler? La réponse est enterrée dans les steppes de Kursk, dans un affrontement qui allait changer le destin de l'humanité à jamais. Préparez-vous à comprendre comment l'orgueil peut être l'arme la plus dangereuse contre celui qui le porte, et comment la résilience d'un peuple peut transformer le métal le plus dur en poussière. C'est l'histoire d'hommes qui ont lutté aux limites de la raison, de machines devenues des légendes et d'un secret qui a brisé l'échine du Troisième Reich. Regardez la carte de l'Europe de l'Est au milieu de l'année 1943. Au milieu de cette ligne de front gigantesque, qui s'étendait sur des milliers de kilomètres, existait une déformation, une bosse que les militaires appellent un saillant. Imaginez un demi-cercle énorme, de près de 250 km de large, repoussant les défenses allemandes. Au centre de ce demi-cercle se trouvait la ville de Kursk. Pour les généraux allemands, c'était une plaie ouverte, une erreur géographique qu'il fallait corriger. Mais pour Adolf Hitler, ce point sur la carte était bien plus que de la terre. C'était une occasion en or, ou plutôt, la dernière chance réelle de renverser la situation après le désastre total de la défaite à Stalingrad. Hitler était enfermé dans son quartier général, le repère du loup, entouré de cartes et d'officiers qui souvent craignaient de lui dire la vérité. Il était obsédé par ce morceau de steppe russe. Il ne voyait pas seulement du papier et de l'encre. Il visualisait un mouvement de pince parfait, une manœuvre classique où ses forces attaqueraient par le nord et par le sud, se rejoignant derrière les lignes ennemies pour encercler et écraser des centaines de milliers de soldats soviétiques d'un seul coup. Il croyait fermement qu'une victoire écrasante là-bas ferait trembler le monde entier à nouveau, prouvant que l'armée allemande était encore la force irrésistible d'autrefois. Il disait ouvertement que l'opération Citadelle, le nom secret de ce plan audacieux, illuminerait l'horizon et montrerait que le Troisième Reich était toujours le maître du jeu sur le front de l'Est. Mais derrière les portes closes, l'ambiance chez les hauts dirigeants de l'armée allemande n'était pas si confiante. Erich von Manstein, le maréchal considéré comme le cerveau de nombreuses victoires allemandes, était profondément inquiet. C'était un stratège né, et il savait qu'à la guerre, le temps est une ressource qu'on ne récupère pas. Manstein voulait attaquer dès le mois de mai, dès que le sol serait sec après le dégel hivernal. Il voulait prendre les Russes par surprise, avant qu'ils n'aient le temps de panser leurs plaies. Il regardait le secteur de Belgorod, au sud, et celui d'Orel, au nord, et voyait les pinces qui devaient se refermer sur Kursk comme un piège prêt à se déclencher. Seulement voilà. Hitler avait une idée fixe en tête qui commença à miner la stratégie de Manstein. Il était fasciné par les nouveaux jouets de guerre que l'industrie allemande produisait. Il voulait les nouveaux chars Panther et les lourds Tiger en masse. Il croyait que ces machines, avec leur blindage supérieur et leurs canons à longue portée, seraient la clé magique pour percer n'importe quelle défense. Et c'est là que l'erreur stratégique commença à prendre une dimension monstrueuse. Hitler décida de reporter l'attaque. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois entier s'écoula. Tandis que les ingénieurs allemands faisaient la course contre la montre dans les usines pour réparer les moteurs des nouveaux Panther, qui tombaient sans cesse en panne lors des tests, le temps précieux filait entre les doigts des généraux sur le front. Chaque jour de retard était un cadeau que Joseph Staline recevait à bras ouverts à Moscou. Staline n'était pas dupe, et à ce stade de la guerre, il avait déjà appris à écouter ses généraux. Il disposait d'un réseau d'espions incroyablement efficace, incluant des sources au sein même du haut commandement allemand qui transmettaient des informations vitales sur les plans de l'opération Citadelle. Staline savait que l'attaque arrivait et il savait exactement par où elle passerait. Pendant qu'Hitler attendait la perfection technique de ses chars, Georgi Zhukov, l'architecte de la défense soviétique,
transformait le saillant de Koursk en le hachoir à viande le plus sophistiqué de l'histoire de l'humanité. Zhukov ne se contentait pas de creuser des trous dans la terre. Il créait une défense en profondeur, une série de 8 lignes défensives successives s'étendant sur des kilomètres. Il ordonna la pose de millions de mines terrestres, créant des champs où chaque mètre carré était une sentence de mort. Il positionna des milliers de canons antichars, cachés dans des villages et des forêts, prêts à tirer sur les flancs des blindés allemands. Zhukov savait que l'arrogance nazie les pousserait à foncer tête baissée contre le mur, et il s'assurait que ce mur soit fait d'acier, de béton et de sang. Sur le terrain, loin des cartes propres des bureaux de Berlin, la réalité était bien plus cruelle. La poussière des steppes, fine et étouffante, pénétrait dans les poumons des soldats et bloquait les engrenages des machines. Hans Weber, un jeune soldat d'infanterie qui avait déjà vu trop d'amis mourir dans la boue de l'hiver précédent, sentait que l'air était chargé de quelque chose de sinistre. Il passait ses heures à nettoyer son fusil à plusieurs reprises, regardant les champs de blé qui ondulaient au vent et semblaient infinis. Hans entendait les rumeurs sur les nouveaux chars qui arrivaient par train, des monstres d'acier que la propagande disait invincibles. Les officiers disaient qu'ils passeraient sur tout ce que les Russes mettraient en travers de leur chemin. Mais Hans, avec son instinct de survivant, remarquait quelque chose qui lui donnait des frissons. Le silence du côté soviétique était trop profond. On n'entendait aucun moteur, on ne voyait aucun feu. C'était comme si la terre elle-même retenait son souffle, attendant le premier mouvement. De l'autre côté des lignes, caché dans une tranchée renforcée, Dmitri Sokolov, commandant d'un char T-34, vivait une réalité différente. Lui et son équipage passèrent le jour et la nuit à camoufler leurs véhicules sous des filets, des branches et de la terre. Dmitri ne ressentait pas une peur paralysante, il ressentait une confiance silencieuse venant du fait de défendre son propre sol. Il voyait les femmes et les vieillards des villages voisins creuser des fossés antichars kilométriques sous un soleil de plomb, travaillant jusqu'à ce que leurs mains saignent. Pour Dmitri et pour des millions de Soviétiques, ce n'était pas seulement une opération militaire ou une manœuvre sur carte, c'était une lutte pour l'existence même de leur famille. Ils transformaient le saillant de Koursk en une forteresse vivante. La tension entre Berlin et Moscou était presque palpable, comme un élastique tendu à sa limite maximale. Hitler continuait d'ignorer les avertissements de ses généraux de terrain sur le fait que l'élément de surprise avait été jeté à la poubelle. Il était hypnotisé par les chiffres, par les tableaux de production et par la puissance de feu théorique qu'il accumulait à Belgorod et Orel. Ce que le chef nazi ne parvenait pas ou ne voulait pas comprendre, c'est qu'en attendant la perfection technique de ses chars Panther, il livrait sur un plateau l'initiative stratégique à Zhukov et Staline. Le piège était tendu. Tandis que le silence dominait les plaines d'Europe de l'Est, un bruit différent résonnait du côté soviétique de la frontière. Ce n'était pas le son des moteurs ou des canons, mais le bruit sec de centaines de milliers de pelles frappant la terre dure. Gueorgui Zhukov, le maître de la stratégie russe, ne perdait pas une seconde. Il savait que le temps était son meilleur allié et le pire ennemi de Hitler. Pendant que les Allemands astiquaient leurs nouveaux chars à Berlin et Belgorod, Zhukov transformait la région de Koursk en le plus grand labyrinthe de morts que le monde ait jamais vu. Imaginez une cicatrice qui coupe la terre sur des centaines de kilomètres. Zhukov n'a pas construit une seule ligne de défense. Il en a construit 8 couches successives de tranchées, de nids de mitrailleuses et de pièges. C'était comme s'il créait un oignon d'acier et de feu. Chaque fois que les Allemands éplucheraient une couche, ils en trouveraient une autre encore plus résistante et sanglante en dessous. Plus de 300 000 civils furent réquisitionnés pour cette tâche herculéenne. C'étaient des femmes, des vieillards et même des adolescents qui, sous le soleil brûlant de juin, creusaient de leurs propres mains le tombeau de l'ambition nazie. L'odeur de la terre fraîche se mêlait à la sueur d'un peuple qui n'avait plus rien à perdre, sinon sa propre liberté. Dmitri Sokolov, un commandant de chars soviétique qui avait déjà vu l'horreur à Stalingrad, observait le travail de loin. Il sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. À l'intérieur de son T-34, la chaleur était étouffante, mais il savait que le véritable enfer était encore à venir. Dmitri voyait les mines être plantées, des millions. Dans certains secteurs, les Soviétiques placèrent plus de 2000 mines anti-chars par kilomètre carré. C'était une densité absurde, du jamais vu dans l'histoire des guerres. Chaque pouce de terrain à Koursk était une promesse d'explosion. Pour Dmitri et ses hommes, ce n'était pas seulement un champ de bataille,
C'était un piège préparé avec la patience d'un chasseur qui sait exactement où sa proie va poser le pied. Mais comment Zhukov savait-il exactement où et quand frapper? C'est ici qu'intervient le grand secret dont les généraux allemands ne se doutaient même pas. Tandis que le maréchal Erich von Manstein révisait ses plans et que Hitler changeait les dates de l'attaque pour la 10e fois, le renseignement soviétique avait déjà la carte complète de l'opération Citadelle sur la table de Joseph Staline. Grâce à un réseau d'espionnage légendaire, connu sous le nom de Lucie, opérant en Suisse, les soviétiques recevèrent des informations en temps réel, venant du cœur du haut commandement allemand. C'était comme si Zhukov jouait une partie d'échecs, en connaissant chaque coup de son adversaire avant même qu'il ne touche sa pièce. La confiance allemande restait pourtant inébranlable. Hans Weber, un jeune soldat de l'infanterie allemande, écrivait chez lui en parlant de la supériorité des nouveaux chars Tiger et Panther. Il voyait ces machines monstrueuses arriver par convoi ferroviaire et sentait que rien au monde ne pourrait les arrêter. L'odeur du diesel et le métal brillant au soleil donnaient à Hans un faux sentiment de sécurité. Il croyait en la propagande de Berlin. Il croyait que les Russes étaient inférieurs et que Koursk ne serait qu'une autre victoire rapide, une promenade avant de marcher définitivement sur Moscou. Ce que Hans ne pouvait voir, caché par les hautes herbes des steppes, c'étaient les yeux de Dmitri Sokolov et de milliers d'autres soldats soviétiques qui attendaient, immobiles, dans le silence absolu des tranchées. La tension dans l'air était presque solide. On pouvait sentir le goût de la peur mêlé à la poussière qui s'élevait des routes. Zhukov ne se contentait pas de creuser des trous. Il préparait une défense en profondeur qui s'étendait sur près de 300 kilomètres à l'arrière de la ligne de front. Il voulait que les Allemands avancent. Il voulait qu'ils entrent dans son labyrinthe. L'idée était simple et brutale. Laisser l'ennemi s'épuiser, consommer son carburant, briser ses chars sur les mines, et quand il serait exténué et en sang, lancer la contre-attaque qui déciderait du sort de la guerre. À Moscou, Joseph Staline était inquiet. Il fumait sa pipe en regardant les rapports que Zhukov envoyait. La stratégie de défense en profondeur était un risque. Si les Allemands réussissaient à percer les 8 lignes, il n'y aurait plus rien entre eux et le cœur de la Russie. Mais Zhukov était ferme. Il convainquit Staline que la meilleure façon de vaincre un monstre était de le laisser mordre un bouclier d'épines jusqu'à ce qu'il n'ait plus de dents. Le secret de Zhukov n'était pas seulement l'espionnage ou les tranchées. C'était la capacité de transformer la patience en une arme mortelle. Pendant ce temps, dans le secteur sud, à Belgorod, Erich von Manstein ressentait une pointe d'anxiété qu'il n'avouait à personne. C'était un stratège brillant et il savait que l'élément de surprise était gâché depuis longtemps. Il voyait la poussière s'élever du côté soviétique et savait qu'il se renforçait. Mais les ordres de Hitler étaient absolus. L'opération Citadelle devait avoir lieu. L'orgueil nazi ne permettait pas de recul et la machine de guerre allemande était désormais coincée sur un rail menant droit au désastre. Le décor était planté pour le plus grand choc de masse de l'histoire de l'humanité. D'un côté, l'arrogance technique et l'obsession allemande pour la victoire rapide. De l'autre, la résilience soviétique et un réseau de défense si dense qu'il ressemblait à une forêt de fer. Le ciel de juillet commença à s'obscurcir, mais pas à cause des nuages de pluie. C'étaient les avions de reconnaissance qui croisaient dans le ciel comme des vautours attendant le début du banquet. La nuit du 4 juillet 1943 arriva avec un calme perturbant. Hans Weber, dans sa tranchée côté allemand, vérifiait son équipement une dernière fois. Il sentait son cœur battre fort dans sa poitrine. Dmitri Sokolov, à l'intérieur de son char camouflé, serrait les manettes et regardait l'horizon sombre par le périscope. Il savait que le secret de Zhukov était sur le point d'être testé par le feu. Le monde entier retenait son souffle. Personne ne le savait encore, mais les prochaines heures allaient changer le cours de l'histoire à jamais, transformant les plaines de Koursk en un cimetière de géants et prouvant que toute la technologie du monde ne peut vaincre un peuple qui a décidé de ne plus reculer. La tempête était à quelques secondes de s'abattre, et quand le premier canon tirerait, il n'y aurait plus de retour en arrière pour personne. L'enfer était prêt à ouvrir ses portes. À 5 heures du matin, le 5 juillet 1943, le monde tel que les soldats le connaissaient cessa d'exister. Il n'y eut pas de lever de soleil progressif, mais un éclair soudain qui déchira l'horizon, suivi d'un fracas qui semblait venir des entrailles de la terre même. Le bombardement initial de l'opération Citadelle commença avec une furie défiant toute description humaine.
Imaginez des milliers de canons tirant en même temps. Un orchestre de destruction qui transforma le ciel de Koursk en un manteau de feu et de fumée noire. Hans Weber, agrippé à son fusil dans une tranchée humide, sentit le sol bondir sous ses pieds comme si la terre était un animal vivant tentant de se libérer d'une douleur. L'impact des explosions était si violent que l'air était arraché de ses poumons par pur choc physique. Ses oreilles se mirent à saigner sous l'excès de décibels, et l'odeur d'ozone, de poudre et de terre brûlée devint un parfum étouffant qu'il n'oublierait jamais. Pendant ce temps, à Berlin, Adolf Hitler attendait des nouvelles avec une anxiété frisant la folie. Il croyait que ses nouveaux jouets de guerre, les chars Tiger et Panther, seraient invincibles. Erich von Manstein, le maréchal qui avait planifié l'attaque depuis Belgorod au sud, observait l'horizon en flammes, confiant que ce feu purificateur ouvrirait la voie à une victoire rapide. Le plan était simple sur le papier. Les pinces allemandes se refermeraient sur le saillant de Koursk, piégeant des centaines de milliers de soviétiques dans un étau mortel. Mais la réalité sur le champ de bataille était tout autre, bien plus sombre et compliquée. De l'autre côté de la ligne, enterré profondément dans le sol russe, Dmitri Sokolov sentait le métal de son char T-34 vibrer à chaque explosion extérieure. Le son des bombes allemandes frappant la terre au-dessus de sa cachette était comme un marteau géant frappant une enclume sans relâche. Lui et son équipage étaient couverts d'une fine couche de poussière grise tombant du plafond, mais ils étaient vivants. Georgi Zhukov avait été brillant. Il savait que l'attaque viendrait et avait ordonné à ses hommes de creuser comme jamais auparavant. Les soviétiques ne se contentaient pas d'attendre. Ils étaient enterrés, protégés par des couches et des couches de béton, de troncs et de terre. Joseph Staline, à Moscou, avait donné un ordre clair, pas un pas en arrière, et les soldats de Dmitri étaient prêts à mourir pour tenir cette promesse. Quand le bombardement allemand finit par s'apaiser et que le signal de l'avance fut donné, Hans Weber et son unité d'infanterie commencèrent à avancer derrière l'ombre imposante des chars Tiger. La confiance initiale était grande. Ils regardaient le paysage dévasté et pensaient que rien n'avait pu survivre à cet enfer de métal. Mais dès que les premiers chars allemands franchirent le No Man's Land, le cauchemar commença à prendre forme. Au milieu de la fumée dense et de l'odeur de chair brûlée, les défenses soviétiques, qui auraient dû être réduites au silence, se mirent à rugir en retour. Le son était différent maintenant. C'était le claquement sec des canons antichars russes, surnommés « ouvre-boîte » par les Allemands. Cachés dans des trous camouflés qui ne se révélaient qu'au moment du tir, les soviétiques commencèrent à châtier le blindage allemand. Hans vit avec horreur l'un des chars Panther devant lui être touché. Le bruit du métal frappant le métal sonna comme un glas funèbre. La tourelle du char vola en éclats comme si elle était faite de papier et une colonne de feu s'éleva vers le ciel. L'odeur du diesel brûlé et du caoutchouc fondu se mêla à l'odeur de la mort. Dmitri Sokolov reçut l'ordre par radio, une voix grésillante et urgente lui disant d'avancer. Le moteur de son T-34 rugit, crachant une fumée noire et épaisse. Il manœuvra le monstre d'acier hors de sa position défensive et vit le chaos qui s'installait. Le champ de bataille autour de Belgorod et d'Orel était devenu un labyrinthe de destruction. L'usage des mines terrestres par les soviétiques fut un coup de maître de Zhukov. Hans Weber voyait ses compagnons être projetés en l'air en marchant sur des mines antipersonnelles, tandis que les chars Tiger restaient immobilisés, leurs chenilles d'acier déchiquetées par des explosifs enterrés. L'avance allemande, qui devait être une course glorieuse, se transforma en une agonie rampante. Pour chaque mètre conquis, le prix payé en sang était absurde. Les soldats allemands réalisaient qu'ils ne faisaient pas face à une armée en retraite, mais à un mur humain et d'acier qui n'avait pas peur de la mort. La chaleur de l'été russe en juillet était étouffante, et la poussière soulevée par les chars rendait la visibilité presque nulle. Hans Weber distinguait à peine ceux qui étaient à ses côtés. Il tirait sur des formes, des ombres surgissant au milieu de la fumée, tandis que les cris des blessés appelant leur mère résonnaient entre les explosions de grenades. La résistance soviétique était fanatique. En de nombreux points, quand les chars allemands restaient coincés dans les tranchées, des soldats russes sautaient sur eux avec des bouteilles incendiaires pour tenter de brûler les moteurs. C'était un combat au corps à corps, d'une brutalité que Hans n'avait jamais imaginée. Il vit un soldat soviétique couvert de flammes courir vers un nid de mitrailleuses allemand pour y faire sauter une charge explosive, emportant tout le monde avec lui. Ce niveau de sacrifice commença à ronger le moral des envahisseurs.
On leur avait promis une victoire facile, mais ils avaient trouvé un hachoir à viande qui ne s'arrêtait jamais de tourner. Erich von Manstein, observant les rapports arrivant à son poste de commandement, commença à sentir le poids de la responsabilité. Le progrès se mesurait en mètres, pas en kilomètres. Le plan de Hitler commençait à saigner. Dans le secteur nord, près d'Orel, la situation était encore pire. Les défenses étaient si denses que les divisions blindées allemandes étaient décimées avant même de voir l'ennemi principal. Le grondement du tonnerre, qui avait commencé comme un symbole de la puissance nazie, sonnait maintenant comme la plainte d'un empire qui avait vu trop grand. Dmitri Sokolov, dans son char, ne pensait pas à la stratégie globale. Il pensait à survivre à la minute suivante. Il vit un Tiger allemand pointer son canon vers lui et cria à son conducteur de bifurquer. Le tir passa en frôlant, arrachant une partie de la peinture du T-34. Dmitri répondit par un tir précis sur le flanc, moins protégé du géant allemand. L'explosion interne du char ennemi fut si forte que la pression de l'air repoussa le char de Dmitri en arrière. La trace de destruction laissée par l'explosion de ce géant allemand brûlait encore les yeux de Dmitri Sokolov. À l'intérieur de son T-34, l'air était lourd, saturé d'odeurs de métal brûlé et de diesel, un mélange qui collait à la gorge et ne partait plus. Il sentait son cœur battre dans sa gorge, mais il n'y avait pas de temps pour célébrer. Dehors, ce que les soldats allemands espéraient être une marche victorieuse se transformait, mètre après mètre, en un véritable hachoir à viande. Le plan d'Erich von Manstein, qui semblait si parfait sur les cartes à Berlin, se heurtait de plein fouet à une réalité brutale que personne n'avait prévue. Tandis que Dmitri tentait de reprendre son souffle, de l'autre côté de la ligne, Hans Weber sentait le goût amer de la poussière et de la peur. Pour Hans et ses compagnons d'infanterie, l'avance vers Kursk était devenue un cauchemar logistique, défiant toute logique. Ils regardaient autour d'eux et voyaient les fiers chars Panther, les nouveaux bijoux de Hitler, arrêtés en chemin. Pas à cause de tirs ennemis, mais parce que leur transmission lâchait tout simplement, ou parce que les moteurs surchauffaient sous le soleil brûlant de juillet. C'était une scène surréaliste. Des machines de millions de marques transformées en tas de ferraille avant même d'avoir tiré le premier coup décisif. Mais le véritable horreur ne venait pas seulement des pannes mécaniques. Le sol sous les pieds de Hans était un piège mortel. Les Soviétiques, sous les ordres directs de Georgi Zhukov, n'avaient pas seulement creusé des tranchées, ils avaient transformé la terre en une mer de mines. Chaque pas était un pari avec la mort. Hans voyait des chars être soulevés du sol par des explosions assourdissantes qui arrachaient les chenilles de métal comme si elles étaient en papier. Le bruit était constant. Un boom sec, suivi des cris des blessés et du crépitement des flammes, dévorant ce qu'il restait des blindés. L'optimisme que Adolf Hitler tentait d'injecter à ses troupes par radio semblait être une plaisanterie de mauvais goût dans ce décor de désolation. Dmitri, dans sa position défensive, observait par la fente étroite. Il savait que la stratégie de Zhukov était simple et cruelle. Laisser les Allemands venir, les laisser saigner contre les défenses profondes. Et c'est alors que le secret le plus terrible des Soviétiques commença à se révéler. C'était les paquefronts. Imaginez des groupes de 10, 15, parfois 20 canons anti-chars, tous cachés, camouflés avec une telle perfection que vous pourriez passer à 10 mètres sans rien voir d'autre que des herbes sèches. Ils ne tiraient pas de loin. Ils attendaient. Ils attendaient que les chars allemands soient si proches que l'erreur soit impossible. Quand l'ordre tombait, l'enfer se déchaînait. Dmitri voyait les lueurs surgir de nulle part. Ce n'était pas un duel de chars ordinaire, c'était une exécution. Les canons soviétiques tiraient à l'unisson, se concentrant sur une seule cible à la fois, s'assurant qu'aucun blindé allemand n'en sorte entier. Le son était comme si le ciel lui-même se déchirait. Hans Weber, en bas, tentait de s'enfoncer dans la terre, sentant le déplacement d'air de chaque tir passer au-dessus de sa tête. La panique commençait à s'installer. Où étaient les Russes? Ils semblaient être partout et nulle part à la fois. À l'intérieur du T-34, Dmitri sentait la claustrophobie l'étouffer. La chaleur était insupportable, la sueur coulait dans ses yeux, mais il ne pouvait pas bouger. L'ordre était clair, tenir la position. Il voyait les chars allemands tenter de manœuvrer pour échapper au paquefront, pour finir directement dans de nouveaux champs de mines. C'était une souricière géante d'acier et de feu. La confiance allemande était mise en pièces en même temps que le blindage de leurs chars. Ils étaient venus à Kursk en croyant en leur supériorité technique,
Mais il découvrait que la détermination russe et l'intelligence de Zhukov avaient créé une barrière infranchissable. Le paysage de Koursk, autrefois fait de champs de blé doré, était maintenant une peinture de noir et de gris. La fumée des carcasses en flammes était si dense qu'elle obscurcissait le soleil, créant un crépuscule artificiel en plein midi. L'odeur de chair brûlée commençait à se mêler à celle de la poudre, une odeur que Hans Weber n'oublierait jamais de sa vie, s'il lui restait une vie à vivre. Il voyait ses amis, des hommes ayant survécu à des batailles en France et en Pologne, pleurer comme des enfants, paralysés par la terreur de ne pas savoir d'où viendrait le prochain coup. Staline, à Moscou, recevait les rapports avec une froideur calculatrice. Il savait que chaque heure passée par les Allemands coincés dans ces pièges était une heure de vie en moins pour le Troisième Reich. Pendant ce temps, à Berlin, Hitler exigeait des avancées, ignorant les avertissements de ses généraux sur l'effondrement imminent. La distance entre la volonté du dictateur et la réalité des tranchées n'avait jamais été aussi grande. Pour des soldats comme Dimitri, la lutte était pour la survie et pour la patrie. Pour des soldats comme Hans, la lutte était simplement pour voir le soleil se coucher une fois de plus. La tension dans le secteur de Dimitri était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Ils entendaient la radio crépiter d'ordres désespérés des deux côtés. Les soviétiques tenaient la ligne avec les dents et les ongles, utilisant chaque canon, chaque mine et chaque morceau de métal disponible. La stratégie de défense en profondeur n'était pas seulement une question d'armes, c'était une question de briser l'esprit de l'ennemi. Et cela fonctionnait. Les Allemands, qui marchaient autrefois avec arrogance, avançaient maintenant avec hésitation, chaque mouvement suivi d'un regard paranoïaque sur les côtés, attendant la prochaine lueur d'un pack-front caché. Le hachoir à viande continuait de tourner. Dimitri rechargea le canon de son T-34, les mains tremblant légèrement, non de peur mais d'épuisement pur. La fatigue était une douleur physique qui pesait sur ses épaules. Il regarda son tireur, un jeune homme qui ne devait pas avoir plus de 18 ans, dont les yeux reflétaient l'éclat des explosions dehors. Ils étaient les gardiens de cette terre, et le prix pour la garder était payé en sang. Le sol de Koursk buvait tant de sang que la terre semblait avoir changé de couleur, devenant une boue sombre et collante qui emprisonnait les bottes et les roues. Alors que la nuit commençait à donner ses premiers signes à l'horizon, la bataille ne baissait pas d'intensité. Au contraire, l'éclat des incendies remplaçait la lumière du jour, créant des ombres fantomatiques qui dansaient sur les décombres. L'obscurité qui commençait à lécher l'horizon n'apporta pas le silence attendu, mais un nouveau type de terreur venant d'en haut. Si au sol la boue était déjà teintée de sang, le ciel de Koursk s'était transformé en un tourbillon de métal, de feu et de fumée qui semblait vouloir engloutir le soleil. Quiconque regardait vers le haut à ce moment-là ne verrait pas le bleu typique de l'été européen, mais un gris chargé, strié de balles traçantes, ressemblant à des traits de craie sur un tableau noir de destruction. La lutte pour la terre était désespérée, mais la guerre pour les cieux était une folie défiant la gravité et la raison des pilotes. Le soldat allemand Hans Weber, écrasé contre le métal froid d'un blindé immobile, sentait le sol vibrer non seulement sous les chenilles des chars, mais sous l'impact des bombes tombant à quelques mètres de là. Le son était assourdissant. Soudain, un sifflement aigu et strident commença à déchirer l'air, un bruit qui faisait vibrer les dents et nouait l'estomac. C'étaient les trompettes de Jéricho. Les Stukas allemands plongeaient. Pour Hans, ce son était un signe d'espoir, la promesse que la puissance de la Luftwaffe pourrait encore sauver leur peau dans cet enfer. Les pilotes de ces bombardiers en piqué étaient comme des artistes de l'abîme, jetant leurs machines presque verticalement vers le sol, lâchant leur charge mortelle à la dernière seconde avant de remonter vers les nuages. Mais la confiance de Hans et de ses compagnons était testée comme jamais auparavant. Adolf Hitler avait misé gros sur la supériorité aérienne pour garantir le succès de l'opération Citadelle. Mais ce que les Allemands trouvèrent dans le ciel de Koursk fut une muraille de résistance inattendue. Joseph Staline avait donné des ordres clairs. Le ciel n'appartenait plus aux envahisseurs. Et la réponse soviétique vint sous la forme d'un avion que les Allemands apprirent à craindre plus que tout autre, l'île de Sturmovik. Depuis son poste de commandement improvisé, ou même depuis l'intérieur de son char suant, le commandant soviétique Dmitri Sokolov regardait vers le haut et ressentait une fierté amère. Il voyait les silhouettes lourdes et sombres des Sturmovik traverser le ciel en formation serrée,
Les soldats allemands avaient un surnom pour cet avion qui en disait long sur la peur qu'il inspirait, la mort noire, et ce n'était pas pour rien. Le Sturmovik n'était pas un avion élégant ou rapide, c'était un char volant. Blindé par des plaques d'acier protégeant le moteur et le pilote, il volait bas, frôlant presque la cime des arbres et les canons des chars, tirant avec ses canons lourds qui ouvraient les blindages allemands comme de vulgaires boîtes de conserve. Le duel entre Stukas et Sturmoviks était une chorégraphie de mort. Tandis que les avions allemands tentirent des frappes de précision chirurgicale pour détruire les points de défense russes, les avions soviétiques arrivaient par vagues, déversant une quantité absurde de feu sur les colonnes de ravitaillement et les groupements d'infanterie d'Erich von Manstein. L'air sentait le kérosène brûlé et l'huile chaude, une odeur chimique se mêlant à l'odeur de chair brûlée montant du champ de bataille. Le bruit des moteurs était si constant que les hommes au sol ne l'entendaient plus comme un son individuel. Il était devenu le bruit de fond de leur vie, une symphonie de métal contre métal. Georgi Zhukov savait que s'il perdait le contrôle des airs, la défense en profondeur qu'il avait montée avec tant de soin à Koursk s'effondrerait. C'est pourquoi il lança tout ce qu'il avait. Des chasseurs soviétiques, dont beaucoup de modèles récents et plus agiles, livraient des combats aériens si proches que les pilotes pouvaient voir le visage de l'autre avant de presser la détente. C'était une bagarre au couteau dans les nuages. Des avions abattus tombaient comme des météores sur les plaines d'Orel et de Belgorod, explosant en boules de feu qui éclairaient la nuit prématurée causée par la fumée. Souvent, un avion en flammes devenait l'ultime arme d'un pilote désespéré, décidant de lancer sa machine contre un char ou un dépôt de munitions ennemies dans un dernier acte de sacrifice. Pour Hans Weber, la vision d'un Sturmovik venant vers lui était l'image de la fin. Il voyait les éclairs jaillir des ailes de l'avion et quelques secondes plus tard, le sol autour de lui explosait en jets de terre et d'éclats. Il n'y avait nulle part où se cacher. Le blindage des chars, qui devait être un refuge, devenait un piège mortel quand les bombes perforantes venaient d'en haut. La panique était constante. L'orgueil nazi, cette idée qu'ils étaient invincibles et que la Luftwaffe dominerait n'importe quel ennemi, était réduit en miettes avec l'aluminium de leurs avions. La fumée noire des avions abattus était si dense qu'elle créait un crépuscule artificiel. Même en plein midi, la visibilité était minimale. Les pilotes volaient à l'aveugle, se guidant sur les lueurs des explosions en bas. C'était un décor apocalyptique. Des milliers de machines se débattant dans le ciel, tandis qu'en bas, des milliers d'hommes s'entretuaient dans la boue. L'échelle de la destruction était quelque chose que l'humanité n'avait jamais vu et, espérons-le, ne verrait jamais plus. Chaque avion qui tombait emportait de jeunes vies. Des garçons qui, quelques semaines plus tôt, à Berlin ou Moscou, rêvaient d'un futur qui s'éteignait maintenant dans des décombres fumants. Alors que la bataille aérienne atteignait son apogée, la perception que quelque chose avait changé commença à s'installer dans les deux camps. Les Allemands, habitués à dicter les règles du jeu, étaient maintenant sur la défensive, même dans les airs. Erich von Manstein pressait ses commandants pour plus de soutien aérien, mais les pertes étaient trop lourdes. Les Soviétiques, d'un autre côté, semblaient avoir une réserve infinie de machines et de volonté. Pour chaque Sturmovik abattu, il semblait que deux surgissaient de l'horizon, venant des usines lointaines travaillant jour et nuit sous les ordres de fer de Staline. Cette domination du ciel commença à étouffer la logistique allemande. Les camions de carburant, les convois de munitions et les renforts tentant d'atteindre la ligne de front étaient traqués impitoyablement par les pilotes soviétiques. Sans nourriture, sans balles et surtout sans carburant pour leurs chars, Tiger et Panther, l'avance allemande commença à s'essouffler. Le rugissement des moteurs là-haut était le chronomètre marquant la fin des ambitions de Hitler à Koursk. La mort noire n'était pas seulement en train de détruire des chars, elle détruisait la dernière chance de l'Allemagne de gagner la guerre à l'Est. La chaleur de juillet dans les steppes russes n'était pas qu'une question de météo, c'était une fournaise semblant vouloir faire fondre l'acier des chars avant même le premier tir. Alors que le nord du saillant de Koursk devenait un marécage de sang et de métal tordu, au sud, le maréchal Erich von Manstein croyait encore que le destin de l'Allemagne pouvait être scellé par un dernier coup de maître. Ce n'était pas un homme à abandonner facilement. Pour Manstein, la guerre était un échiquier, et il était prêt à sacrifier chaque pièce, chaque soldat et chaque goutte de carburant pour mettre Joseph Staline en échec et mat. La poussière soulevée par les chenilles des chars créait une brume dense, un voile gris couvrant l'horizon de Belgorod.
C'était là, dans ce secteur sud, que la machine de guerre allemande tenterait son dernier souffle de gloire. Hans Weber, serré dans son blindé, sentait la sueur couler sous son uniforme lourd, se mêlant à la graisse et à l'odeur de diesel imprégnant tout. Il entendait le métal du char craquer sous le soleil implacable, un bruit ressemblant à celui d'un animal blessé. Hans regardait par le périscope et voyait l'immensité de la steppe. Il savait que quelque part au-delà de cette poussière, des milliers d'yeux soviétiques le guettaient. Manstein ne jouait pas pour le match nul. Il mit en pratique la redoutable tactique du coin de blindé, le Panzerkeil. C'était une formation en triangle, où les lourds chars Tiger ouvraient la marche, comme la lame d'une hache, suivie des Panthers et des Panzer IV. L'objectif était simple et brutal. Percer les lignes défensives soviétiques comme si elles étaient en papier, ouvrant la voie pour que l'infanterie puisse passer et encercler l'ennemi. C'était une vision terrifiante. Des centaines de monstres d'acier avançant à l'unisson, faisant trembler la terre de telle sorte que les soldats russes sentaient la vibration jusque dans leurs dents, au fond de leurs tranchées. De l'autre côté, Dmitri Sokolov serrait les manettes de son T-34. Il n'avait pas le luxe du confort ou de la technologie allemande, mais il avait quelque chose que Manstein avait sous-estimé, une détermination aveugle et une défense préparée au centimètre près. Georgi Zhukov avait transformé cette région en un piège mortel. Dmitri voyait la poussière allemande approcher et savait que l'ordre de Staline était clair, pas un pas en arrière. Le sol autour de lui était semé de mines, et les canons antichars étaient si bien camouflés que les Allemands ne les verraient que trop tard. Le choc à Belgorod fut une symphonie de destruction. Quand le coin allemand frappa la première ligne de défense, le monde sembla exploser. Le son n'était plus celui de tirs individuels, mais un rugissement constant d'explosions couvrant tout cri humain. Les chars allemands avançaient, mais à chaque kilomètre conquis, le prix était payé en sang. Hans Weber voyait ses compagnons être incinérés quand les mines rompèrent les chenilles des chars, transformant les machines fières en cercueils de fer immobiles. Mais Manstein continuait de pousser. Il voyait des brèches s'ouvrir. Il sentait qu'il y était presque. La tension au commandement allemand était palpable. Adolf Hitler, à Berlin, exigeait des résultats immédiats, tandis que Manstein, sur le champ de bataille, voyait ses divisions d'élite être broyées par une résistance qui ne semblait pas humaine. Les Soviétiques luttaient pour chaque trou dans la terre, chaque ruine de ferme. Dmitri Sokolov et son équipage tiraient jusqu'à ce que le canon soit trop chaud pour être touché. L'intérieur du T-34 était un enfer de fumée et de chaleur, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Ils voyaient les chars Tiger approcher, ces géants semblant invincibles, et visaient les points faibles, les flancs, les moteurs. Pendant un court et terrible instant, il sembla que Manstein réussirait l'impossible. Les forces allemandes percèrent la deuxième ligne de défense soviétique et avancèrent vers la troisième. La panique commença à murmurer dans les couloirs du commandement à Moscou. Si les Allemands rompaient cette dernière barrière, la route de Koursk serait ouverte, et le saillant tout entier pourrait s'effondrer. C'était le point de rupture. Les soldats allemands, épuisés, sans sommeil depuis des jours, sentaient l'odeur de la victoire. Ils pensèrent que le pire était passé, que les Russes étaient enfin à court de réserve. Ils ignoraient qu'ils étaient attirés au cœur de l'ouragan. L'avance allemande vers Prokhorovka fut marquée par une confiance désespérée. Ils étaient à la limite de leur force, mais la vision de l'horizon ouvert leur donnait une dernière décharge d'adrénaline. Hans Weber voyait les tourelles des chars ennemis brûler et croyait que la guerre pourrait finir là. Mais la stratégie de Zhukov était profonde comme l'océan. Il faisait saigner les Allemands, les laissant s'user contre les défenses statiques pour ensuite lancer le coup de grâce. Le point culminant arriva quand les plaines de Prokhorovka se transformèrent en le plus grand cimetière de chars de l'histoire de l'humanité. Des milliers de blindés se heurtèrent dans un combat si rapproché que les canons longs des Allemands perdaient leur utilité. C'était une bagarre au couteau dans un couloir sombre, mais faite avec des machines de 40 tonnes. L'air devint noir de suie. L'odeur de chair brûlée et de métal fondu était si forte que les survivants diraient là plus tard qu'ils n'ont jamais pu chasser cette odeur de leurs narines. Dmitri Sokolov lança son T-34 contre un char allemand dans une attaque suicide, une tactique d'éperonage devenue courante dans ce chaos. Il n'y avait plus de stratégie, seulement l'instinct de tuer ou mourir. L'orgueil nazi, personnifié dans ces machines parfaites, était écrasé par la force brute et le nombre écrasant des soviétiques. Manstein regardait les rapports,
et voyait ses divisions s'évaporer comme de la fumée. La victoire semblant à portée de main s'était transformée en un cauchemar sans fin. L'ordre de retraite vint comme un coup de grâce pour les soldats allemands, mais comme une insulte pour Manstein. Hitler, pressé par le débarquement allié en Sicile et par l'échec de la percée des défenses russes, décida d'annuler l'opération Citadelle. C'était la fin. L'Allemagne ne récupérerait plus jamais l'initiative à l'Est. La retraite fut une traînée de désespoir, avec des soldats abandonnant des chars sans carburant et des blessés laissés derrière dans l'immensité russe. Hans Weber, s'il a survécu à cet enfer, emporterait avec lui l'image d'un horizon en flammes, où le rêve d'un empire de 1000 ans fut enterré dans la boue de Koursk. L'héritage de Koursk n'est pas seulement une statistique de chars détruits ou de cartes redessinées. C'est l'histoire de la résilience humaine poussée à sa limite absolue. Ce fut le moment où le monde réalisa que la machine de guerre nazie n'était pas invincible. Le coup fut inimaginable. Des millions de vies fauchées, des familles détruites et des villes transformées en poussière. Mais des cendres de Koursk surgit la certitude que la tyrannie avait une date d'expiration. Aujourd'hui, les champs de Prokhorovka et les steppes de Belgorod sont silencieux. Le blé pousse là où le sang coulait autrefois, et les mémoriaux érigés rappellent les noms d'hommes comme Dmitri et les sacrifices de millions d'anonymes. Koursk reste un symbole éternel. L'arrogance militaire trouve toujours sa fin face à la volonté d'un peuple refusant d'être asservi. C'est une leçon que l'histoire nous conte inlassablement, écrite avec l'acier et le sang de ceux qui ont vécu le plus grand affrontement de l'histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites désormais partie de la Légion qui garde vivante la mémoire de ces événements ayant façonné notre monde. L'histoire n'est pas seulement le passé, c'est un avertissement pour l'avenir. Ce qui s'est passé à Koursk nous montre l'horreur de la guerre, mais aussi la force de l'esprit humain face à l'impossible. Aimez cette vidéo si vous pensez que ces histoires doivent être racontées. Partagez-la avec ceux qui aiment la vraie histoire et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains documentaires épiques. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à plonger dans les archives les plus sombres de l'humanité. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Quelle autre grande bataille ou moment décisif de l'histoire aimeriez-vous voir détaillé ici sur la chaîne? Laissez votre commentaire ci-dessous. L'histoire continue et vous en faites partie. À la prochaine, historien.